Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député de l'Essonne et vous présidez le mouvement Debout la France. Vous êtes gaulliste, vous êtes souverainiste, vous prônez la sortie de l'euro, on le voit, vous occupez à droite une place singulière. Vous nous en direz plus. Nous allons procéder avec vous à une mise en perspective de l'actualité. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Laurent de Boissieu pour La Croix. Bonjour. Bonjour Laurent de Boissieu. Par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Véronique de la Maisonneuve pour RCF. Bonjour. Bonjour Véronique de la Maisonneuve. Une première question vous est posée par Laurent de Boissieu pour La Croix. Alors vous êtes parvenu aujourd'hui à être installé dans le paysage politique français, notamment avec une candidature à l'élection présidentielle. Debout la France présente des candidats aux différentes élections. Mais il y a un peu un plafond de verre que vous n'avez pas dépassé électoralement pour l'instant. Est-ce que, pour avoir une dimension supplémentaire aujourd'hui, il ne vous faudrait pas trouver un partenaire, soit un retour dans une nouvelle UMP, ce qui va être le parti qui va succéder à l'UMP, soit le Rassemblement Bleu Marine, créé par Marine Le Pen. Est-ce que vous pouvez rester seul ? Mais Nicolas Dupont-Aignan, vous sentez-vous seul ? je ne me sens pas seul. Vous savez, sous la Ve République, quitter un parti dominant, par conviction, je l'ai quitté avec tous les risques. En par 2007, conviction. vous avez quitté l'UMP, il faut Tout le à fait. rappeler. Pour défendre ce que je croyais bon pour mon pays. Et avoir près d'1 million d'électeurs à la présidentielle et aujourd'hui être à 5% dans les sondages alors qu'on nous mettait à 0 pendant des mois, avoir des milliers de soutiens, avoir fait plus de 10% des voix dans plus de 400 cantons en France, je ne me sens pas seul. En revanche, ce qui est vrai, Laurent de Boissieu, c'est que dans le monde politique et médiatique français, hors PS, UMP et maintenant Front National, on n'a pas le droit d'exister. On considère qu'on ne peut pas exister. Et je suis au contraire absolument convaincu que les Français ne veulent pas revoir en 2017 le trio infernal. C'est-à-dire, d'un côté, ceux qui nous gouvernent depuis 20 ans et qui ont lamentablement échoué, parce qu'ils sont prisonniers d'intérêts qui ne correspondent pas à ceux du peuple français. Et les Français le savent, c'est le PS et l'UMP. Et de l'autre, leur miroir, qu'est le Front National, qui finalement stérilise des millions de voix par ses ambiguïtés, ses excès. Et tout mon combat politique, justement, difficile, bien sûr, je ne vais pas vous dire que c'est facile, avec ceux qui m'accompagnent, c'est d'offrir une alternative au système sans tomber dans les extrêmes. Qu'est-ce qui vous différencie, non pas du Laurent Front National, c'est un historique qui est différent, mais de Florian Philippot, par exemple, dont la ligne est reprise par Marine Le Pen. Alors, on passe la frontière, Nicolas Dupont-Aignan. D'abord, franchement, quel Front National ? Vous savez, entre Florent Philippot et Jean-Marie Le Pen qui dit que l'occupation n'a pas été si désagréable en France, il y a un monde, c'est vrai. Moi, je veux tourner la page. Nous voulons tourner la page, et c'est vrai que le Front National aussi. Et je ne vais pas passer ma vie à m'excuser de cela. Le Front National veut tourner la page de 20 ans d'échecs. À Debout la France, nous aussi, nous voulons tourner la page. En revanche, nous ne la tournerons pas de la même façon que le Front National parce que nous sommes gaullistes, parce que nous sommes républicains, parce que nous n'avons aucune ambiguïté, parce que nous sommes des gens sérieux, modérés. Premier point. Et deuxièmement, moi je ne veux pas écrire la même page demain que le Front National. Je veux dire, quand on regarde le projet de la participation que je développe, quand on regarde le projet pour la famille, quand on regarde le projet économique, moi je veux pas revenir au collectivisme de 81, je crois qu'il y a une société de responsabilité. Donc on cherche systématiquement à amalgamer toute personnalité qui veut penser différemment que le système, on cherche à l'amalgamer au Front National. Vous savez, même quand Chevènement voulait par exemple une monnaie différente, on disait « Ah, comme le Front National ». Aujourd'hui, dans notre pays, on ne peut plus s'exprimer et imaginer une voie différente pour la France de ce qui se fait sans être amalgamé au Front National. Donc vous revendiquez votre singularité. Donc oui, on peut vouloir la patrie dans le respect des autres peuples européens et avec des coopérations d'État à État. On peut vouloir une société qui contrôle ses frontières mais qui soit tolérante avec ceux qui sont sur notre sol et qui sont d'autres religions et d'autres cultures. On peut trouver une juste voie
entre le système et les extrêmes. Et ça, je ne changerai pas sur ce point. Véronique de la Maisonneuve, RCF. Est-ce que plus généralement, il ne faudrait pas revoir aussi le système des partis en France, qui visiblement pose problème aux Français en général? Vous-même, vous avez changé le nom de votre parti. Est-ce que c'est un début de changement? Est-ce que ce système de partis ne pose pas problème en France maintenant? Bien sûr, mais le système des partis traditionnel est complètement vérolé. On est dans un système oligarchique de cooptation, de médiocrité, avec des gens très bien d'ailleurs dans ces partis. Parce que tout le monde n'est pas mauvais, mais bien sûr. Ils ne sont pas tous pourris. Mais pas du tout. Ce serait absurde. En revanche, ce qui est terrible, mais on le voit bien, M. Macron pourrait être dans un gouvernement Sarkozy, c'est cette espèce... On impose aux Français une politique unique, comme s'il n'y avait aucun autre choix. Et toute personne qui dit « attention, on pourrait faire autrement », il y a une autre voie possible, immédiatement est caricaturée. C'est pas possible. Et on voit bien que l'abstention progresse à chaque échéance. Vous me parliez tout à l'heure du Front National, pour finir le sujet. Tout le monde a dit Marine Le Pen, 25%, mais en nombre de voix, elle est à 4,5 millions aux européennes contre 6,5 millions à la présidentielle. Donc on voit très bien que les Français se cherchent, ne veulent plus de ceux qui nous gouvernent, sont tentés de protester violemment, mais au fond d'eux-mêmes recherchent une voie sérieuse, une alternative sérieuse, crédible. Et nous sommes dans une phase de transition politique. À plusieurs périodes de l'histoire de France. Non, ce n'est pas une question de numéro. Moi, je crois que c'est une question d'intégrité, d'exemplarité et d'efficacité. Pourquoi d'ailleurs ils se déchirent tant à l'UMP, par exemple, ou au Parti Socialiste? C'est parce qu'en vérité, ils ne pèsent plus sur le fond des programmes. Alors, ils se déchirent sur les apparences. Moi, je veux une autre politique, c'est-à-dire je pense qu'il faut traiter les problèmes du pays à la cause. On pourra traiter le problème de l'immigration si on contrôle nos frontières. On pourra traiter le problème de l'économie si on baisse les charges sur les entreprises. On pourra traiter le problème de la famille si on évite cette espèce de dérive en ce moment. Enfin, voilà. On va revenir sur ces différents sujets. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Il y a une sorte de précédent. Je voudrais savoir quel est l'enseignement que vous tirez de l'histoire de Philippe de Villiers, en fait. Parce que vous êtes un peu un Villiers jeune, en quelque sorte. C'est un compliment pour vous? Alors, non, mais savoir, parce que son efficacité, ce qu'il a pu représenter, l'espoir, les déceptions aussi, je vais vous dire, Nicolas Dupont-Aignan. Tous ceux qui ont essayé avant moi ont échoué. Il faut être honnête. Ça mérite de la clarté. Philippe Séguin, Charles Pasqua, Philippe de Villiers, Jean-Pierre Chevènement. Ça fait réfléchir. Oui, mais ils ont été des éclaireurs. La période a changé. Ils avaient raison 20 ans trop tôt. Philippe Séguin, Charles Pasqua, Jean-Pierre Chevènement, Philippe de Villiers ont tout dit, ont prévenu. On dit si vous signez ces traités, la France va devenir ingouvernable. Elle partira à la dérive. Ils ont tout écrit. Simplement, ils l'ont écrit 20 ans trop tôt. Ils avaient raison avant les autres. Et si on a autant de monde qui nous rejoint, parce que vous semblez négliger, quand on est mis dans les sondages à 0% et qu'on fait 4% des voix aux européennes, quand dans les sondages aujourd'hui on est à 5%, on fera beaucoup plus demain. Je suis absolument convaincu que notre heure est venue, non pas personnelle, mais parce que nous répondons à une attente du peuple français qui voit très bien qu'il ne peut plus être gouverné comme aujourd'hui, et qui voit très bien qu'il faut traiter les causes des problèmes. Et que si on arrête de nous caricaturer, et que si on arrive, comme on commence à le faire, partout en France, à avoir des élus, à progresser, eh bien vous verrez que l'on pourra changer les choses dans notre pays. Et moi j'ai un message d'espoir. Le peuple français a voté non en 2005. Dès 2005, le peuple français a compris l'arnaque de l'Union européenne, alors qu'on pourrait construire une belle Europe. Donc le peuple français, il est mûr pour le choix. Simplement, il faut qu'on puisse lui parler. Et je vous remercie de m'inviter à ce titre. Laurent de Boissieu, Lacroix. Complètement sur l'Union européenne, pour bien comprendre, mais de façon simple, vous voulez quoi? Simplement sortir de l'euro ou sortir de l'Union européenne? Mais on n'a pas à sortir. Nicolas Dupont-Aignan. Nous sommes dans l'Europe, nous sommes au cœur de l'Europe. Nous sommes un des pays fondateurs. La question porte sur la monnaie. Je vais vous parler de sortir. On a à rebâtir l'Europe sur des bases saines. Alors, sur on quelle a base? par exemple à dire une chose très simple, c'est qu'on ne peut pas avoir la monnaie la plus chère du monde et la croissance la plus faible du monde. Alors on fait quoi avec l'euro actuel? On renégocie Maastricht, on met en œuvre une monnaie commune et non plus unique, ce qu'a proposé Jean-Pierre Chevènement, l'euro-franc, l'euro-marque, c'est-à-dire qu'il reste une banque centrale qui coordonne des banques centrales officiellement, nationales. c'est toujours le cas. Il y a toujours un euro. Oui. C'est toujours le cas. Aujourd'hui, c'est un euro monnaie unique. Et on retrouve la liberté monétaire, la flexibilité monétaire nationale
qui permet de libérer nos entreprises d'un poids qui les étouffe. Donc vous prenez l'euro-franc, j'ai bien compris. Bien évidemment. Mais, avec possibilité de dévaluer mais bien évidemment. Oui. Et surtout de réévaluer. Et surtout de réévaluer. Certes, mais vous pensez que nos partenaires européens sont prêts ils sont mûrs à passer de la monnaie euro mais, unique à commune. Mais ils en seront, ce sera obligé. Pour une raison très simple. C'est qu'on ne peut pas continuer à plonger le continent de la zone européen et la zone euro dans la récession permanente, dans la croissance lente, dans le chômage de masse, avec les troubles sociaux qui viennent. Moi, je ne suis pas pour renverser la table, et c'est une différence d'ailleurs avec le Front National. J'étais à Bruxelles la semaine dernière, nous avons rencontré BP Grillo, Nigel Farage, Le Grec, je vais samedi à Athènes. Nous avons tissé des liens avec des partis qui réclament une Europe des nations et des projets. Vous êtes quand même plus sérieux que BP Grillo en Italie, par exemple. Comment ? Vous êtes quand même plus sérieux que BP Grillo en Mais Italie. il est très sérieux, beaucoup plus sérieux que vous le croyez. Oui. Beaucoup plus sérieux que vous le croyez. Et je vais vous dire une chose, quand on a vu ce qui s'est passé de magnifique avec la sonde Philae, ça c'est l'Europe que j'aime. C'est une Europe qui n'a pas été... La sonde, elle n'a pas été faite par la Bruxelles. Elle a été faite par des coopérations d'État à État. Et quand on voit le défi scientifique mondial, quand on voit ce que font les Japonais avec les robots, les Chinois, les Américains, tout le monde sait aujourd'hui qu'il faut absolument réorienter l'Europe. C'est pas la casser, c'est au contraire la sauver. Et il n'y a pas que l'euro dans l'histoire. Il y a la manière dont on va gagner les conquêtes industrielles, dont on va investir dans la science, la lutte contre le cancer. Il y a tellement de belles choses à faire. Donc il faut simplement renouer avec la démocratie en Europe et arrêter de laisser des gens non élus diriger à la place des peuples européens. Les gens non élus, c'est-à-dire ceux qui dirigent l'Europe, la Banque Centrale Européenne, non élue, la Cour de justice, non élue. Indépendante était non élue La également. Banque de France, je suis pour qu'elle soit sous le contrôle de l'État. La Commission de Bruxelles, elle n'est pas élue. Nous avons un continent élu. Non, mais bien, nous avons une zone euro, nous avons un continent qui est dirigé par des fonctionnaires sous pression des lobbies qui ne sont irresponsables. Et la démocratie européenne, c'est une Europe fédérale. Elle n'existe pas. Non, mais si vous voulez une vraie démocratie européenne, ça c'est une Europe n'existe pas, fédérale ça, c'est un avec des mythe. représentants élus par les citoyens européens. Un mythe. Ce qui existe, ce sont les nations, les démocraties. Et je vais vous dire, si on prend un peu plus de recul, à force de faire diriger l'Europe par des gens non élus, irresponsables, illégitimes, vous alimentez là des retours au nationalisme extrêmement dangereux et périlleux. Et je crois qu'il y a un juste équilibre à trouver entre la démocratie nationale et la coopération européenne. Et ça, c'est sérieux. Véronique de la Maisonneuve, RCF1. Ce qui gangrène aussi beaucoup l'Europe ces temps-ci, c'est toutes les fraudes fiscales, même au plus haut point au plus haut sommet de l'Europe. Que faut-il faire et est-ce vraiment quelque chose d'important pour vous ? C'est Nicolas important Dupont-Aignan, puisque vous avez écrit un livre là-dessus. Voilà. J'ai passé 1 an avec Alain Bocquet, député communiste, tous les deux à enquêter. J'ai écrit un livre, Les voleurs de la République. Je suis désolé de parler de mon livre, mais il y a tout dedans. Il y avait tout sur Luxembourg, que j'ai qualifié d'État voyou avant les autres. On m'a regardé de haut. Et pour autant, c'est la réalité. C'est pire. C'est qu'on a nommé à la tête de la Commission européenne celui qui a organisé la fraude fiscale, l'évasion fiscale, la destruction des États, méthodique. Vous demandez qu'il s'en aille ? Bien sûr. Parce que ce qui est en cause derrière, c'est qu'à partir du moment où il y a cette triche fiscale, eh bien, il y a une surpression, un matraquage fiscal sur les classes moyennes et sur les PME. Mais est-ce qu'il n'est pas trop tard, là ? Il On n'est a l'impression jamais trop tard. qu'est-ce qu'on peut faire, Mais là, on pour peut vraiment faire- remettre à... Il y a quantité de mesures, il y a déjà des progrès. Il y a un premier progrès, c'est la communication entre les systèmes fiscaux, grâce aux États-Unis d'ailleurs, des comptes bancaires des citoyens. Et ça va venir en 2017, au plus vite, je l'espère. Et puis, en revanche, il y a un progrès à faire par l'OCDE, qui est en cours, mais qui est long, et qu'il faut accélérer, c'est sur la taxation au chiffre d'affaires des multinationales dans les pays, plutôt que ce système de paradis fiscaux et de tax ruling, comme on dit. D'optimisation fiscale. Oui, comme c'est on pire dit. que ça. C'est pire que C'est ça, des hein. accords secrets Oui. où il n'y a pas d'impôt. Ce qu'a fait le Luxembourg, M. Juncker en est l'artisan. Ce que fait aussi, d'une certaine manière, l'Irlande et les Pays-Bas. On ne peut pas accepter d'être dans une maison commune et de tricher. C'est comme un match. Si vous jouez à un jeu et que vous avez des partenaires qui trichent, mais c'est la faute de qui? Mais en quoi on triche, puisque en Louis fait, Dauphren. la fiscalité, c'est Louis national. Oui, mais il y a la libre C'est circulation. pas- La libre circulation exige un code de bonne conduite. Si la France et l'Allemagne disaient, nous, c'est très simple, on n'accepte plus ça de la part de l'Irlande, des Pays-Bas, on a prêté à l'Irlande des dizaines de milliards d'euros, on n'a rien exigé.
Bon, donc tout le monde sait. Simplement, ils ont toléré. Ce n'est pas un micro-État, le Luxembourg, qui est la moitié d'un département français, qui va dicter sa loi au continent. Un souverainiste doit dire que chaque État a autant de poids qu'il Mais- a la population et sa superficie. Bien évidemment, mais ça n'empêche pas les rapports de force. La France ne va pas voir son budget ruiné parce qu'un État voyou se comporte comme ça. À ce moment-là, on n'accepte pas des règles communes avec ces gens-là. Mais que peut-on faire Mais que précisément peut-on faire? Nicolas Mais ce que tout Dupont-Aignan État peut faire souverain, Oui. c'est-à-dire on ne joue plus à cette règle. Les produits qui seront importés ou les transactions financières du Luxembourg seront surtaxés. Au sein du marché unique, Mais bien évidemment. Mais marché unique ne veut pas dire déréglementation totale. c'est comme Marché unique veut dire code de bonne conduite. L'Allemagne et la France, d'ailleurs, ils ont commencé à taper du poing sur la table. Si l'Allemagne et la France tapent du poing sur la table, vous pouvez accepter la libre circulation s'il y a des règles. Mais en vérité, vous savez, derrière tout ça, il y a quoi? Vous avez des hommes politiques qui sont devenus des pantins, qui font de la communication et qui ne gouvernent plus. Gouverner un pays, c'est défendre ses citoyens. Et il n'y a que 2 chefs d'État qui défendent leurs citoyens en Europe. Il n'y en a que 2. C'est Mme Merkel qui défend les intérêts de l'Allemagne, en bonne intelligence de ce qu'elle estime avec l'Europe. Et il y a M. Cameron à sa façon. Et le président français, que ce soit M. Sarkozy ou M. Hollande, se sont couchés en permanence devant des intérêts extérieurs. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait autant de chômage, autant d'immigration non contrôlée, autant de désespérance du peuple français. Et il y a une mesure très simple qu'on pourrait prendre, c'est sur les travailleurs détachés. Je ne suis pas hostile à ce qu'un Roumain vienne travailler en France, mais l'entreprise doit payer ses cotisations sociales en France. Et ça, c'est une mesure qui pourrait être prise demain matin par le président de la République. Rompre la directive travailleurs détachés. Une toute dernière question, bref, pour une réponse brève de Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Sur cette question-là, justement, des travailleurs détachés, pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas, à votre avis? Parce qu'ils ont Nicolas peur Dupont-Aignan. d'affronter leurs collègues, ils ont peur d'ouvrir ce qu'ils appelleraient une crise. Et si tout le monde est d'accord avec ça? Mais vous savez, qu'il y ait 500 000 travailleurs esclavagisés dans notre pays qui viennent de Roumanie et de Pologne, avec des PME, des artisans, des commerçants qui ferment boutique tous les jours dans les départements. J'étais dans le Puy-de-Dôme récemment, plus de 1000 travailleurs détachés et une perte d'emploi considérable des PME. Des entreprises qui sous-traitent au Luxembourg, qui ne font pas respecter la législation du travail, qui font venir des pauvres gars dans des campings. Oui. Mais ça, pour nos dirigeants, ce n'est pas une crise. Ils s'en fichent complètement. Mais en revanche, oser dire à Bruxelles, ça ne coûterait rien. On dit stop. Si vous venez travailler en France, vous payez les charges sociales françaises. Si vous allez travailler en Angleterre, vous payez. Ça, c'est à un moment une réforme fondamentale. Pourquoi ils ne prennent pas de décision? Posez-leur la question. On a l'impression qu'ils sont paralysés. Et vous savez, quand on a des gouvernants paralysés, ça finit toujours très mal. Il y a une façon de résoudre le problème, c'est aussi baisser les charges sociales. Hein. Mais vous ne C'est pourrez aussi une pas façon. baisser les charges sociales au niveau De la Roumanie. Certes non, mais... Mais dites la vérité aux Français à ce moment-là. Il faut que ces gens qui nous gouvernent. C'est la logique du choix qui a été fait du marché unique. mais très Marché bien, mais alors unique, pourquoi donc concurrence Non, fiscale et voiture. sociale Mais alors- entre les États. mais je la- Oui, il ne fallait pas faire le marché unique Mais européen. il fallait- On ne peut pas voir le Non. beurre, l'argent du beurre. Nicolas Dupont-Aignan, en un mot. Marché unique, avec code de bonne conduite. Marché unique, qu'est la jungle. Mais je pense que les dirigeants UMP et PS devraient dire la vérité. Leur programme, c'est quoi? C'est la baisse de 30% des salaires. Le marché unique C'est ce a qu'ils été sont en fait train de nous faire. D'ailleurs, c'est ce que nous propose M. Macron. Et vous savez qui a ça déjà, qui supporte ça? C'est la jeunesse de France. Notre jeunesse est payée à la moitié du SMIC par des stages bidons. Donc, moi, je ne veux pas de cette société-là. Et j'estime que l'on peut très bien avoir un marché unique s'il y a un code de bonne conduite. Sinon, on refuse. On met une taxe aux frontières et vous verrez que ça changera très vite. Ce qu'avait fait le général de Gaulle en 1964 avec la crise de la chaise vide. Très bien, nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Je vous rappelle que notre invité est Nicolas Dupont-Aignan, député d'hiver droite de l'Essonne et président du mouvement Debout la France. Vous restez avec nous. À tout de suite, merci. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens. Notre invité aujourd'hui, Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président du mouvement Debout la France. Il est interrogé par Laurent de Boissieu pour La Croix, par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et par Véronique de la Maisonneuve pour RCF. C'est Louis Dauphren qui ouvre le feu de cette deuxième partie pour Radio Notre-Dame. Samedi dernier, Nicolas Sarkozy s'est rendu au meeting de Sens commun. Il a prononcé le mot abrogation au sujet de la loi Taubira. Je voudrais savoir ce que vous en pensez et d'une certaine façon, comment vous regardez cette force vive
des partis politiques, peut-être de droite de demain, qui est représenté par cette foule de jeunes qui a entre 18 et 25 ans. Est-ce que vous ne pensez pas que là, il y a un vivier? Et comment faire pour essayer de l'attirer, ce vivier-là? Est-ce qu'il va nécessairement tomber dans l'escarcelle de l'UMP? Nicolas Dupont-Aignan. D'abord, quand je répondais à madame sur les partis politiques, sur le fait que la France bouge, qu'il y a une immense aspiration à un vrai changement, ces millions de personnes qui ont manifesté pour leurs valeurs, c'est un signe de cette aspiration. Et c'est un signe que les vieux partis n'y répondent pas. Et la comédie qu'on a pu voir samedi, où un ancien président de la République, chef d'État, change d'avis en cours de route sous la pression des applaudissements ou des huées. Il a cédé au peuple, là? Il a cédé à la foule, à votre avis? Je ne sais pas, mais tout ça me donne une impression médiocre, parce que je crois que ce n'est pas digne vis-à-vis de ceux qui ont manifesté. Moi, j'ai toujours eu une position claire, et pas depuis un an. Je me souviens avoir donné des interviews en 2007 sur ce sujet, 2007. Ma position claire, que j'ai toujours eue, je n'en changerai jamais, c'est que l'égalité des adultes est légitime, et l'aspiration des couples homosexuels à voir reconnaître leur union est légitime. En revanche, je n'accepterai jamais le droit à l'enfant, et voilà pourquoi je suis hostile à l'adoption, à la filiation, à la PMA et à la GPA pour les couples homosexuels. Donc l'abrogation. Attendez. Les deux mariages. Alors expliquez-nous. Les deux mariages, je n'ai rien compris. Expliquez-nous. Vous abrogez deux mariages, Alors, vous faites quoi? Non, c'est très simple. Je change la loi, je la change, je la modifie. Le Parlement français modifie la loi. Les lois sociétales ont été modifiées. Il n'y a pas de drame à cela. Donc vous la modifiez On peut comment? la modifier. Et on la modifie en la clarifiant. L'union de couples homosexuels, oui. La filiation, l'adoption, la PMA, la GPA, non. C'est simple. Il n'y a pas besoin. Et sur ce projet, on pourrait même faire un référendum. Il y aurait 90% des Français favorables. Autant ceux qui ont manifesté qu'une grande majorité de couples homosexuels qui ont souhaité solenniser leur union. Donc pourquoi se déchirer? Donc ça nous fait deux mariages quand même, non? Deux mariages? Non. Non, il y a. Non. C'est pas la question de mariage. Je dis l'union, oui. Donc l'union civile. L'adoption, je répète. Enfin, j'ai été clair. C'est tellement simple. C'est tellement simple, c'est une solution de compromis. Sauf que si c'est ce que l'UMP proposait en 2007, Laurent de Boissieu. l'UMP ne l'a pas fait. Mais c'est pas de ma... Mais moi, je suis plus l'UMP, monsieur de Boissieu. Mais ils sont plus crédibles. Mais on part d'un état, l'état des lieux, où des couples homosexuels, aujourd'hui, ont le mariage, le mot mariage et l'adoption qui leur sont ouvertes. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on même peut s'ils auraient modifier. peut-être accepté simplement l'union civile, aujourd'hui, ils ne veulent pas de ce qu'ils considèrent un retour en arrière. Attendez. J'ai une autre conception du gouvernement de la France. Voilà. Il n'y a pas d'un côté à céder à des groupes de pression, et de l'autre à d'autres. On est en République, il y a une démocratie. Moi, je propose un projet politique. Voilà, point. Dans mon projet politique, tout le monde sait qu'il y a toujours eu l'union des couples homosexuels et qu'il n'y a pas la filiation, l'adoption. Et je vais vous dire une chose, et vous le savez, c'est que j'ai été manifesté la seule fois, c'est la dernière fois. Pourquoi? Parce qu'il y a la dérive abominable, pour moi, de la marchandisation du corps de la femme et de l'enfant. L'idée qu'on puisse acheter un enfant, l'acheter sur catalogue, le faire fabriquer en Inde ou ailleurs, pour moi, est quelque chose d'abominable. Et j'ai été dans la rue parce qu'il n'y avait aucune ambiguïté sur ce combat. Et je n'ai pas été à la première manifestation, je le dis, parce qu'il y avait une ambiguïté. Il y avait des gens qui manifestaient sincèrement pour une solution de compromis, puis il y en a d'autres qui manifestaient absolument contre toute union de couples homosexuels, et je pense que c'est absurde. Voilà. Donc, moi, j'ai une position modérée. Quand on a une position modérée, on en prend plein la figure des uns et des autres. Mais c'est la vie, et j'assume mes positions. Moi, je ne change pas d'avis dans un meeting ou dans une réunion. Véronique de la Maisonneuve, RCF. Pour continuer sur ces questions éthiques, concernant la fin de vie, à votre avis, est-ce qu'il faut assouplir la loi Leonetti, la revoir? Est-ce que vous êtes d'accord pour que des personnes qui le souhaitent puissent en France choisir leur fin de vie? Je suis extrêmement sceptique, prudent sur ce sujet. Je pense qu'on n'a pas le droit d'organiser cela et de légiférer là-dessus. Je pense qu'on va trop loin.
je pense que la loi Leonetti était une bonne loi de compromis, et je me méfie beaucoup d'une espèce d'organisation d'euthanasie, il faut appeler un chat, d'euthanasie légère, je dirais, si je peux m'exprimer ainsi. Donc moi, je suis assez prudent, je me méfie beaucoup des conséquences de cela. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut aménager? Chacun en conscience peut le dire, mais moi, je suis très prudent et plutôt favorable au statu quo. La loi Leonetti. J'aimerais d'ailleurs, entre parenthèses, parce qu'on en parle très peu, que l'on améliore les soins palliatifs. Nous sommes un pays qui a beaucoup de retard dans ce domaine. Beaucoup de Français meurent dans des souffrances abominables, encore. Des choses simples, je me bats beaucoup dans mes hôpitaux, dans mon coin, pour que... voilà, dans l'Essonne, il faut... Dans l'Essonne, pour qu'il y ait des équipements nécessaires. Vous le savez, on manque d'équipements médicaux, tout simples, pour apaiser, que chacun puisse partir dans la dignité. Voilà. Mais attention à ne pas ouvrir une porte. Attention. Laurent de Boissieu-Lacroix. Vous parlez des hôpitaux. On sait bien qu'il y a des problèmes de budget, public au sens large, y compris État et Sécurité sociale. Concrètement, est-ce qu'il faut revoir le mode de financement, notamment face à l'investissement de la population, de tout ce qui est les branches sociales? Est-ce qu'il faut créer une branche dépendance? Oui. Parce que demain, c'est une question qui va se poser. Qu'est-ce que concrètement Debout la France et vous-même proposez? Alors, nous avons beaucoup travaillé là-dessus. Moi, je suis pour qu'on clarifie les choses, parce que quand il y a opacité, il y a gaspillage. Il y a des choix à faire. Et je pense qu'il faut créer une vraie branche dépendance, qu'il faut absolument travailler sur des maisons de retraite publiques, car je n'accepte pas que la seule issue soit des maisons de retraite privées qui font de l'argent. C'est un secteur qui prolifère en ce moment, oui, effectivement. Qui font de l'argent. On va appeler un chat, alors c'est leur choix. Mais parce que, encore une fois, on n'a pas su réformer la sphère publique. Pourquoi, dans notre pays, n'aurait-on le choix qu'entre la gabegie publique et le profit privé? Lorsqu'on a changé de nom Debout la France, chaque fois j'essaye d'écrire mes discours, je suis peut-être un des rares dans le monde politique à écrire moi-même mes discours, à y passer beaucoup de temps. Je crois qu'il y a une société de participation. On me présente toujours sur la souveraineté. Oui, parce que la souveraineté, je pense que... Mais vous êtes gaulliste, et puis il faut qu'un président de la République, un Parlement ait les moyens de gouverner. Sinon, il ne sert à rien, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Bon. Mais je ne veux pas récupérer la souveraineté, c'est là où il y a une page différente du Front National d'ailleurs. Je ne veux pas récupérer la souveraineté pour simplement dire bah, « je suis français ». C'est pas ça l'enjeu. C'est quel modèle on propose aux Français. Et je pense qu'entre la jungle ultralibérale et l'assistanat socialiste, il y a une voie à bâtir, qui a été complètement laissée de côté en jachère par nos hommes politiques. L'UMP va faire un programme, allez, c'est plus libéraux que moi, faut souffrir. Bon, très bien. Et alors, après Madame Le Pen, d'ailleurs, plus que les socialistes presque, c'est le collectivisme. Entre les deux, il y a une société de participation. Le mot de participation, il est très important. Participation dans l'entreprise, actionnaire de son entreprise, développement des sociétés coopératives qui ont de bons résultats économiques. Participation en étant propriétaire de son logement. Et participation en mettant en place des mécanismes où chaque Français peut préparer sa retraite. Égalité du point de retraite, égalité du point de... Répartition toujours. Répartition, mais ouais. Égalité du point de retraite public-privé et branche dépendance. Car on arrive à une situation terrible. Et dans 10 ans, ce sera le problème. D'inégalité. Mais attendez. Qu'est-ce que vous dites aux fonctionnaires, par exemple, qui sont attachés à leur régime? Non, mais les régimes, il faut l'égalité, c'est tout. Je demande l'égalité, la mise à plat. Entre tous les Français. Je ne suis pas anti-fonctionnaire, oui. Je demande la mise à plat. Non, mais je parlais de la dépendance. D'accord. On va arriver avec des centaines de milliers de personnes qui ont des maladies comme Alzheimer, etc., qui n'ont pas les moyens financiers, qui n'ont même pas de biens. Vous n'avez pas répondu sur les moyens financiers de l'État. Il faut faire des économies ailleurs. Pour cette branche dépendance et pour des constructions de maisons de retraite publiques. Mais parce qu'il faut faire des économies ailleurs. Il faut arrêter la gabegie qu'il y a dans certains hôpitaux. Il faut arrêter sur l'absentéisme, j'ose le dire, qu'il y a dans certaines catégories de personnel hospitalier. Il faut aussi donner des moyens aux hôpitaux et rationaliser les choses. Et il faut aussi arrêter, par exemple, la ME, on pourrait en parler, et beaucoup de soins qui sont donnés de manière avec beaucoup de gaspillage, de fraude sociale. Donc on remet au carré. Et de fraude fiscale dont on parlait avec le Luxembourg. Il faut remettre tout dans la transparence et il faut bâtir la branche dépendance pour permettre à ceux qui n'ont pas les moyens financiers de se payer une dépendance privée d'avoir un minimum. Est-ce qu'il faut réformer le statut de la fonction publique? Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Je pense qu'il faudrait le réformer, oui. Et il faudrait le former en accord avec les fonctionnaires qui, la plupart, à 90%, savent qu'il y a des réformes à faire pour qu'il y ait un peu plus de justice entre eux aussi.
Parce qu'il y a, allez, une petite minorité, je suis maire depuis 20 ans, je vais vous dire, allez, 2% ou 1% qui déconsidèrent 90% des fonctionnaires, qui abusent du système, alors qu'il y a 90% des fonctionnaires qui sont remarquables. Et je trouve dommage qu'on sacrifie la fonction publique et le domaine public parce qu'on n'est pas capable de remettre de l'ordre dedans. Oui, mais alors ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des évolutions. Au-delà du comportement, il y a s'il y a un problème de statut, ça veut dire qu'il y a des rentes. Est-ce qu'on peut toucher au statut? Est-ce que vous touchez à des rentes? On peut toucher bien sûr à des statuts, à la condition que ce soit négocié avec les syndicats. Vous y attaquerez. Je pense qu'il faut le faire, mais en négociation. Et qu'on ne pourra pas le faire, pour aller au bout de ma pensée, si on continue cette politique de moins-disant social permanent. C'est-à-dire que si l'objectif, c'est de faire travailler les Français comme les Roumains, alors là, on ne fera rien. Parce que c'est ça le programme de l'UMP. C'est on ne change pas l'euro, on ne change pas la libre concurrence, la jungle, donc Français, souffrez avec nous. Bon. Ben moi, ce n'est pas l'objectif, je n'ai pas envie de porter atteinte à un système social qu'on a mis 50 ans à bâtir. En revanche, il faut l'adapter et il faut surtout responsabiliser les citoyens. Ça veut dire quoi? Je prends par exemple un exemple. Je veux qu'on crée une carte de sécurité professionnelle. C'est quoi? C'est qu'un jeune qui quitte le système scolaire tôt ait un crédit sur sa carte qui lui permette d'avoir une formation de seconde chance. Parce qu'aujourd'hui, un jeune qui est parti à 16 ans du système scolaire, qui n'a pas de formation, on ne lui paye jamais une formation professionnelle. En revanche, on fait des cours d'anglais pour les cadres dirigeants des entreprises. Il y a 32 milliards gaspillés dans la formation professionnelle. Alors, je prends un exemple. Vous voyez, c'est concret. Voilà, puisque vous parlez d'éducation, formation. L'éducation nationale, on voit bien que vous essayez d'avoir une troisième voie, ce que vous avez dit, entre l'ultralibéralisme, la jungle et puis le collectivisme. Qu'est-ce qu'il faudrait changer, par exemple, dans l'éducation nationale? Est-ce que vous estimez que le système... J'imagine que vous estimez qu'il y a des changements à opérer dans le système. Je crois, oui. Maintenant, dans quelle mesure c'est un système que l'on peut réformer? Mais on peut le réformer. C'est ça la question. Mais alors là, parce que très vite, on peut le réformer. Alors là, ça dépend pas de l'Europe. Soit l'un, soit l'autre. Alors là, je vais vous surprendre. Mais jusqu'où quelle écurseur? Ça dépend de nous. Mais il y a très simple. Rétablir l'autorité à l'école. Oui, mais bon... Attendez, quand les chefs d'établissement et les inspections d'académie arrêteront de désavouer les professeurs qui veulent se faire respecter dans leur classe, ça ira mieux. Quand, deuxième point, on rétablira le mérite. Quand, troisième point, on rétablira l'apprentissage des savoirs fondamentaux avec une bonne méthode, notamment la lecture. Qu'on arrête avec la méthode globale ou semi-globale qui est un fiasco intégral. Tous les pays en sont revenus, pas nous. Faites ça déjà. Quand vous rétablirez l'égalité entre les affectations de professeurs, entre les zones difficiles et les autres. Vous savez, il y a beaucoup de travail à faire à l'éducation nationale, mais c'est totalement réformable. Mais pour ça, il faut oser défier qui? Même pas les syndicats. Le mammouth? Non. Non. Des dirigeants pédagogues qui ont détruit l'éducation nationale avec leur mentalité. Mais c'est qui? Mais les dirigeants. Les dirigeants. Les dirigeants, les principales directions de l'éducation nationale, les inspecteurs généraux, les inspecteurs, mais à tous les niveaux. Ok. Mais c'est peu de monde. Les enseignants, je peux vous dire, aujourd'hui, on ferait un référendum chez les enseignants. Une majorité des enseignants veulent revenir à l'école de la Troisième République, non pas passéiste, mais où il y a un cadre. Uniforme? Uniforme, pourquoi pas. La suppression des notes actuelles, surtout pas. La suppression du redoublement, tout ça, ça fait partie de ce pédagogisme que vous... Mais que j'exècre. Et vous savez pourquoi je l'exècre? C'est parce qu'il nuit aux plus faibles. Parce qu'il enferme les enfants des classes défavorisées dans l'échec. Parce qu'il abaisse le niveau. Et que la République, c'est le mérite, c'est l'effort, c'est le rattrapage, ma seconde chance, c'est l'apprentissage. Il y a plein de choses à évoluer. Je ne dis pas de revenir à la Troisième République. On vous dira que vous n'avez pas de relais pour imposer ça. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas de relais? Le peuple, par référendum. Le référendum. Très bien. On vous a compris, si j'ose dire. Vaste programme. Vaste programme. Tel est votre programme, mais c'est comme aurait dit le général de Gaulle. On va marquer une deuxième pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Notre invité, Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, président de Debout la France. À tout de suite. Merci. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens. Notre invité Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, président du mouvement Debout la France. Il est interrogé par Laurent de Boissieu pour La Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Véronique de la Maisonneuve pour RCF. C'est Véronique de la Maisonneuve qui pose la première question de cette dernière partie de Face aux chrétiens. Un deuxième Français a été identifié dans cette fameuse vidéo dont on parle beaucoup de djihadistes qui ont décapité de nombreux soldats et cet Anglais. On parle de un peu plus de 1000 Français. On sait très bien que le chiffre doit être certainement beaucoup plus fort. Alors, que faut-il faire
quand ceux qui sont partis reviennent, quand ils ont la chance de revenir, et surtout en amont pour empêcher ce type de phénomène qui prend de l'ampleur. Nicolas Dupont-Aignan. D'abord, ça fait mal. Ça fait tellement mal à notre idée de la République que de nos enfants puissent partir fanatisés pour devenir des assassins. Y compris ceux de votre département de l'Essonne? Oui, mais de tous les Vous en départements. avez? C'est l'échec complet de notre République. Quand même, il faut appeler un chat un chat. Premier point. Deuxième point, comment on peut faire? Celui qui a la recette, qui vient de me voir, c'est pas facile. Parce qu'on ne lutte pas contre 30 ans de démission, contre la destruction d'une société, la déstabilisation d'une société comme ça. Entre parenthèses, je fais une parenthèse, quand on veut faire travailler les gens le dimanche, qu'on s'interroge sur l'état de la famille après. Bon, c'est une parenthèse. On en parlera. On en parlera peut-être. Sur le djihad. Sur le djihad. Moi, je crois qu'il y a deux choses. Il y a d'abord une très grande fermeté pour ceux qui reviendraient. Alors, première chose, qu'est-ce qu'on fait? et je propose, là je l'ai dit 100 fois, d'échéance de nationalité pour les binationaux, car celui qui a une double nationalité et qui part combattre la France, parce qu'il va combattre la France, maintenant que la France est engagée là-bas, et égorger des otages, donc c'est pas un acte de guerre, c'est un acte lâche, hein. C'est pas un combat, c'est un acte lâche. Celui-là n'a plus le droit d'être français. Et je ne vois pas au nom de quoi on ne peut pas prononcer cette déchéance de nationalité pour les binationaux. En revanche, on n'a pas le droit pour les nationaux. Contraire à toutes les... Parce qu'on ne peut pas créer des apatrides. Créer des apatrides, voilà. C'est pas possible, donc. Et là, je propose une mesure qui va faire parler, sans doute, mais je le fais volontairement, je propose l'éloignement et l'incarcération pour une durée définie par la justice. Et j'ai proposé de créer un centre de détention à Cayenne. Pourquoi Cayenne? Parce que c'est symbolique de la volonté de la société de se défendre et de dire à un moment donné, vous voulez revenir, vous voulez partir, vous ne reviendrez pas comme ça. Et on ne laissera pas des bombes volantes sur le territoire national, on isolera loin de la métropole, loin des autres territoires d'outre-mer aussi, à Cayenne, dans un centre de détention, bien sûr il ne s'agit pas du bagne, mais il s'agit d'un centre de détention qui permettra de purger une peine et d'avoir une rééducation progressive. Sur la peine, on peut comprendre une peine, oui, un emprisonnement, mais la rééducation, ça peut être quoi avec ces gens-là? Ça veut dire, comme tout prisonnier, parce que le type qui assassine et qui torture des gens, c'est tout le drame de l'assassin. Vous les mettez ensemble, Je dis qu'il faut une mesure d'assignation à résidence dans un territoire éloigné, de manière à marquer le coup et à signifier à ces jeunes que quand on part là-bas, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Si la société n'est pas capable de dire, là, il y a une limite à ne pas franchir, comment voulez-vous que des jeunes déjà déstructurés, parce que pour partir là-bas, il faut être déstructuré, sensibles à une démarche sectaire, réagissent? Il faut que la société ait un geste fort. Et ça ne veut pas dire, j'ai lu que je proposais Guantanamo. Non, je ne propose pas une justice d'exception. Vous tenez une base judiciaire mais bien évidemment, légale. Je propose une base judiciaire légale, mais je dis que le gouvernement devrait proposer une loi beaucoup plus ferme que ce qu'il a proposé jusqu'à maintenant. C'est important aussi... La loi Cazeneuve ne va pas assez loin. Pas assez loin. C'est important aussi parce que, vous avez bien vu ce qu'il cherche à faire. Il cherche à nous entraîner vers la guerre de civilisation. Et moi, je ne crois pas à la guerre de civilisation. Mais c'est ce qu'il cherche. Vous avez des millions de Français de confession musulmane qui pratiquent leur religion dans la tolérance et l'ouverture aux autres. Et je tiens à le dire. Je suis élu de banlieue. J'ai été, comme tous les ans, à la mosquée de Vigneux, de Montgeron. Je connais mes concitoyens qui sont de confession musulmane. Ils ne feraient pas de mal à un agneau. Et si l'État, si la République n'est pas ferme vis-à-vis de ces fanatiques, ces égorgeurs, obligatoirement dans la société française, l'amalgame va se faire. Et c'est ce qu'ils cherchent. C'est déjà le cas entre nous. Oui, mais c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent à nous déstabiliser en cassant notre modèle laïque, républicain, de cohésion. Comment faire pour qu'on n'aille pas vers cet amalgame, justement? Eh bien, je pense qu'il faut aussi revoir le fonctionnement du culte musulman en France. Je l'avais proposé il y a longtemps. Je pense qu'on devrait interdire les aides étrangères, que les imams doivent être formés dans notre pays. À l'université? Vous savez, les rois ont mis des siècles à faire en sorte que Rome n'ait pas trop d'influence sur notre Église.
Ensuite, Napoléon. Sur notre République, plutôt. Oui, Ouais. mais enfin, quand il y avait les nominations, oui, vous savez comment ça s'est fait. Ça a été tendu quand même à certains moments. Et puis, je parle avant la loi de laïcité, je parle. Vous savez comment ça s'est fait. Investitures. Qui peut former Dernier point. les imams Napoléon, avec la religion juive, a organisé les choses. De manière à ce que cette religion puisse exister dans notre pays, dans le respect des lois de la République. Et il y a une très belle prière à la République, à la synagogue, tous les ans pour Kippour. Et pourquoi ne ferions-nous pas la même chose? C'est une obligation avec la religion musulmane. Plus de laïcité, mais une organisation des Si, religions une par l'État. laïcité, si. Si l'État organise les religions, ce n'est plus la séparation. Attendez. Monsieur, On a écrit là-dessus. J'ai fait 37 propositions. Nos téléspectateurs pourront retrouver, nos auditeurs, nos propositions sur notre site deboutLaFrance.fr. 37 propositions. Je dis simplement, par exemple, que l'argent de l'étranger ne doit plus rentrer en France. Je dis qu'il faut former les imams et en France, mais il y a des instituts qui ont déjà été lancés par Dominique de Villepin, qui avait fait un vrai travail. Nicolas Sarkozy avait commencé un travail. Jean-Pierre Chevènement. C'est toujours l'Institut catholique. C'est toujours l'Institut catholique. Jean-Pierre C'est un Chevènement. paradoxe quand même, que les catholiques forment les imams musulmans. Qu'importe les paradoxes. Parce que la République y répugnerait. Et je crois qu'il y a une phase transitoire où la République doit se mêler des affaires religieuses, non pas pour porter atteinte à la laïcité, mais au contraire pour lui permettre de s'appliquer totalement. C'est essentiel pour la réconciliation nationale. Moi, je veux la réconciliation. Je ne rentrerai jamais, je ne mettrai jamais d'huile sur le feu parce que c'est un enjeu majeur. Il y a un enjeu économique majeur pour notre pays et il y a un enjeu de cohésion sociale et nationale. En tant que maire, une question très concrète se pose. Les mères d'enfants qui sont voilés, qui accompagnent les sorties scolaires, doivent-elles pouvoir rester voilées ou non, lorsqu'elles accompagnent les Pour élèves? moi, on doit abandonner les signes ostentatoires. Y compris pendant les sorties scolaires. Oui, c'est ma conviction. Maintenant, ce n'est pas le cas de madame... ce que je reproche Les au barbes ministre... aussi, les barbes. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne vais pas rentrer là-dedans pour l'instant. C'est compliqué quand on est maire. C'est compliqué. En tout cas, je vais vous dire, je reproche à madame la ministre de l'Éducation nationale de ne pas faire preuve de clarté. Je trouve honteux de se dire aux enseignants, débrouillez-vous. Qu'elle assume sa position. Si elle dit oui, elle dit oui. J'y suis hostile, mais je la respecte en démocratie. Mais le côté, allez, vous vous débrouillez, vous les enseignants, est-ce qu'ils imaginent les tensions qu'il y a? Mais je vais vous dire, je suis maire depuis 20 ans, avec un peu de bon sens, on arrive... Moi, j'ai une communauté musulmane dans ma ville, j'ai une synagogue, j'ai 3 églises, et j'ai tout fait pour qu'ils aient leur lieu de culte, un petit lieu de culte qu'ils ont acheté. J'ai organisé les choses avec eux, et ça se passe très bien. Et à un moment, il y a eu quelqu'un d'un peu fanatisé, du moins un peu bizarre, et voilà, nous avons fait en sorte que les choses se passent bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si chacun y met du sien, et que la République est ferme sur ses valeurs, je suis convaincu qu'on peut y arriver. En revanche, si la République est faible, comme elle l'est depuis 20 ans, si on laisse l'argent de l'étranger, si on laisse des fanatiques prêcher dans nos mosquées, et si on fait un numéro vert, et qu'on dit qu'on va faire une cellule psychologique pour ceux qui rentrent du djihad, il est sûr qu'on va avoir un conflit de civilisation en France. Les prêches en français, dernière question sur ce... J'ai toujours proposé, je l'ai demandé. La prière, qu'on soit clair, parce que j'ai beaucoup étudié ces questions. La prière, peut-être, bien évidemment, il y a des prières en latin, il y a des prières en hébreu. La prière est dans la langue du choix de la religion. Mais le prêche devrait être en français, bien sûr. Et on peut imaginer l'appel du muezzin en France, en français. Qu'est-ce que vous diriez en tant que maire? J'y serais hostile. D'ailleurs, souvenez-vous, quand Napoléon a mis en œuvre les synagogues, il a demandé que les façades des synagogues soient d'architecture française. Et je ne vois pas ce qu'il y a de choquant à ce que, bien évidemment, il n'y a rien de choquant. Véronique de la Maisonneuve, on doit pouvoir pratiquer sa foi dans notre pays de manière paisible, dans le respect de ce qu'est la France. Pays laïque d'origine chrétienne. C'est ça la réalité. Eh bien, pourquoi n'y arriverons-nous pas? Si l'État et si les religions, si les forces politiques mettent du bon sens et de la fermeté, on y arrivera. Si en revanche on se laisse aller à la faiblesse et à la démagogie, on n'y arrivera pas. Véronique de la Maisonneuve, RCF. Pour revenir à ces jeunes qui partent faire le djihad, on sait très bien que la plupart, ce n'est pas dans les mosquées qu'ils se fanatisent, mais ils s'auto-fanatisent dans leur chambre, sur Internet. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas là peut-être quelque chose à faire? Mais parce qu'on n'a pas été assez ferme. Nicolas Dupont-Aignan. Mais parce qu'on n'a pas été assez ferme, c'est tout.
Est-ce qu'on peut être ferme avec Internet et avec la communication Attendez, il n'y a pas besoin de faire un dessin. Si on voulait fermer certains sites qui incitent à la haine, on pourrait le faire. Pourquoi on ne le fait pas? Expliquez-moi. Alors, on me dit qu'ils sont utiles pour pister ceux qui sont dessus. Peut-être. C'est ça l'argument. Là, moi, je fais confiance aux autorités de l'État. Mais il y a un autre problème qu'il faut quand même avouer, c'est que l'État a été démantelé depuis des années. On a affaibli l'État. On a réduit les postes budgétaires de l'État régalien. On a fusionné les forces de police. On a supprimé les RG. Ah, la belle affaire. On a créé un espèce de... Bon, moi, je pense qu'on a beaucoup abîmé l'État. Et l'État, il doit exister. On a besoin d'un État fort en France. Ça ne veut pas dire un État gros. Un État fort. Comme nos soldats qui sont aujourd'hui mis dans une situation scandaleuse. Nos casernes. On a besoin d'un État fort. Voilà. Et les coupes budgétaires permanentes, sous la pression de Bruxelles, n'importe comment, font qu'on a affaibli l'État, notre défense nationale et notre sécurité intérieure. En parlant de défense, est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il y a eu des choix politiques militaires de François Hollande, notamment dans certains pays, d'envoyer nos soldats qui font que maintenant les terroristes s'attaquent principalement aux Français? Nicolas Dupont-Aignan. Je soutiens les choix qui ont été faits d'intervenir au Mali, en Centrafrique. Syrie non, sur la Syrie. En Irak contre Daesh, oui, mais pas contre la Syrie. Et je pense que la seule faiblesse que je vois fondamentale de politique étrangère de la France, c'est sa faiblesse, c'est son incohérence sur la Libye et sur la Syrie. J'étais contre l'intervention en Libye. On a vu le désastre. J'étais pas pour Kadhafi, loin de là. Mais il valait mieux un chef d'État comme Kadhafi que le chaos et la charia. On veut faire la même chose en Syrie. On ne peut pas lutter contre Assad et contre Daesh. Il faut choisir. Et moi, je pense qu'on devrait concentrer tous nos moyens contre Daesh avec des accords avec la Syrie, l'Iran, la Russie. Il nous reste une petite minute, une dernière question de Laurent de Boissieu pour la Croix. Une question courte sur le... Est-ce qu'il faut livrer les navires Mistral à la Russie? Oui. Et les tensions sont très fortes en ce moment. Quel gâchis! Nicolas Dupont-Aignan. Nous avons un partenariat avec la Russie à construire. Le vrai danger, c'est Daesh. Le vrai enjeu, c'est de stabiliser le bassin méditerranéen, c'est d'aider l'Afrique à se développer. C'est pas de rentrer dans une espèce de guerre sans fin absurde avec la Russie alors qu'on a tant en commun. Donc, il faut livrer les Mistral, il faut un statut de neutralité pour l'Ukraine et de fédéralisation. De neutralité pour l'Ukraine? Oui, oui, car une partie de l'Ukraine est russe, qu'on le veuille ou non. C'est un fait pour vous? C'est un fait historique. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour le comprendre. Il suffit d'aller sur un atlas historique. Et il y a une partie qui est tournée vers l'ouest. Donc arrêtons, laissons à la Russie son espace vital, neutralisons l'Ukraine et entendons-nous avec la Russie pour bâtir des coopérations fondamentales pour le XXIe siècle, en matière de ressources naturelles, de technologie, d'évolution vis-à-vis de la Chine, de stabilisation du Moyen-Orient, un peu de jugeote. Et arrêtons de déstabiliser la Russie parce que les Américains sont bien contents de diviser les Européens. Un tout dernier mot, 15 secondes de Louis Dauphren pour un mot de réponse. Vous avez parlé de Philae tout à l'heure, ça a coûté 1,4 milliard sur 20 ans, ce très beau succès. Oui, très beau programme. C'est le coût d'EcoMove. 1,4 milliard à peu près. Est-ce que vous demandez des démissions au gouvernement pour ce fiasco financier Nicolas d'EcoMove? Dupont-Aignan. Le fiasco, c'est d'avoir fait EcoMove. C'est d'avoir inventé cette taxe carbone absurde sur avait notre été voté territoire. à l'unanimité. Absurde. Absurde. Et qui doit être sanctionné alors? Mais on peut sanctionner qui on veut. Ce qu'il faut, c'est éviter de taxer le carbone à l'intérieur de France. Et il faut le taxer aux frontières. Parce que vous savez, on peut taxer le carbone en France, il n'y aura plus rien, plus une activité, le chômage de masse. Et en revanche, tous les emplois sont en Chine. Donc taxons les produits qui arrivent de Chine et d'Inde et qui détruisent l'humanité et qui sont fabriqués à partir de l'esclavage des enfants. Voilà, de la France, ce sera votre dernier mot, Nicolas France et Dupont-Aignan. UE, les deux. Ce sera votre dernier mot. Je rappelle que notre invité Merci. était donc Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, président du mouvement Debout la France. Notre invité la semaine prochaine sera Delphine Batho, députée socialiste des Deux-Sèvres, ancienne ministre de l'écologie. En attendant, vous pouvez retrouver évidemment cette émission sur les sites de KTO, La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Merci à tous de votre fidélité. À la semaine prochaine.